Salut les jeunes cyclistes. Aujourd'hui c'est un jour un peu particulier, jour 5 de notre stage à l'Euro-Démarre. Particulier parce qu'on court un contre-la-montre individuel avec une sorte de faux plat montant. En réalité c'est plus des ondulations et un petit bout de côte à la fin. J'espère que ça va être fun. Pour le moment je vais aller petit déjeuner. Très pressé de dernière côté. Parfait. On a fait des pronostics pour le chrono de tout à l'heure. Bah c'était un type qui est costaud devant toi. Paul, sur les 20, il y en a 15 qui t'ont mis premier, 4 deuxième, T'as pris 20 kilos de cuisse. et 1 19e. Il y en a un qui t'a trollé aussi. Mais 19 c'est pas dernier. Ouais, qui t'a trollé mais pas trop. Il a mis Mathieu 20e. Ouais, il y a moyen. Paul il veut être sûr d'avoir les meilleures roues pour le chrono, du coup il met les nouveaux pneus. Regarde la Ils problématique. sont fumés non? Regarde la problématique de style. Ah et de type la carcasse est pétée quoi. Le style, j'ai un peu frotté là-dedans. Si tu mets beaucoup d'angle tu gicles hein. Oui, bah, c'est pour ça que. Donc il vaut mieux changer ce pneu. Ok, donc nous voilà en route pour le lieu où se disputera le contre-la-montre du stage entre les seniors, donc les 3e catégorie et départementaux. Et je vais prendre l'occasion de cette vidéo pour essayer de vous expliquer un petit peu comment régler son effort pour un contre-la-montre. Alors déjà, on va essayer de se poser la question, mais que diable est-ce donc qu'un contre-la-montre ? Un contre-la-montre et un contre-la-montre bien mené, c'est un contre-la-montre dans lequel on fournit un effort maximal pour se rendre d'un point A à un point B. Seulement problème, en fonction du parcours, des capacités du coureur et des conditions météo, cet effort maximal va durer plus ou moins longtemps. Alors, ce qui fait qu'en fait on a des données qui sont distance, parcours et météo qu'il va falloir qu'on convertisse dans une autre donnée qui est le temps, et grâce à cette mesure du temps on va appliquer un effort qui correspond à cette durée. Puisque, en effet, on sait que l'intensité maximale soutenable d'un effort à vélo décroît avec le temps, donc ça veut dire que plus l'effort dure longtemps, moins l'intensité maximale qu'on peut appliquer pendant la durée de cet effort est élevée. Et donc par conséquent, régler son effort pour un contre-la-montre, c'est trouver un peu une solution à l'équation. Quel niveau d'effort, puissance ou fréquence cardiaque, dois-je fournir pendant la durée de la course? Et cette durée, elle est inconnue, puisqu'elle s'écrit comme une fonction des performances du coureur, des caractéristiques du parcours et des conditions atmosphériques. C'est aussi pour ça que le chrono, on dit souvent que c'est un truc d'ingénieur. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte, beaucoup d'inconnus qu'il faut pouvoir déterminer. Et au travers de la détermination de ces inconnus, on détermine un plan, une stratégie, et ensuite on exécute ce plan. En réalité, le chrono, c'est 80% de planification qui se fonde sur la connaissance que vous avez de vous-même et la connaissance que vous avez du parcours, et 20% d'exécution. Du coup, en chrono, on a un peu 5 règles d'or. Et règle numéro 1, connais-toi toi-même. Alors, quand je dis connais-toi toi-même, à quoi cela veut-il faire allusion ? Se connaître soi-même, dans le cadre d'une épreuve contre la montre, c'est connaître son profil de puissance et les vitesses atteintes pour une puissance donnée. Ça, c'est capital. Votre profil de puissance, c'est cette espèce de courbe ou de tableau que vous pouvez établir en connaissant les puissances maximales que vous êtes capable de fournir pour des durées données. Par exemple, moi j'utilise un profil de puissance qui me donne 4 grandes données. La puissance maximale sur 5 secondes, la puissance maximale sur 1 minute, la puissance maximale sur 5 minutes et la puissance maximale sur 20 minutes. Ces 4 données me suffisent à déterminer mon profil de puissance. C'est ce que Frédéric Garappe appelle le PPR, le profil de puissance record, qui est utilisé aussi bien par les coachs américains ou par les entraîneurs français. Comme je l'expliquais en introduction, sur la base de ce profil de puissance, vous êtes en mesure de déterminer quelle va être la puissance maximale que vous pouvez appliquer sur un effort de la durée de votre épreuve contre la montre. Si vous ne disposez pas de capteur de puissance, ce qui est important, ça va être de connaître un petit peu votre profil de fréquence cardiaque, les fréquences cardiaques maximales pour des durées données.
Par exemple, je sais que sur 1 minute, je peux peut-être tenir 192 ou 193 BPM, sur 5 minutes, 190, et sur une vingtaine de minutes, à peu près 181, 182. En corollaire de cela, les vitesses qui correspondent à ces fréquences cardiaques maintenues. Par exemple, sur 20 minutes, je sais que je peux éventuellement tenir sur un parcours plat environ 42 km/h ou 41 km/h, en fonction des conditions atmosphériques. C'est moins précis que la puissance, mais ça peut vous servir aussi à gérer votre effort pendant une épreuve contre la montre. Règle numéro 2, connais le terrain. Un peu comme pour une bataille, il faut quand même connaître le lieu où va se dérouler l'épreuve afin de pouvoir mieux régler son effort au moment où elle a lieu. Ce qu'il faut connaître de votre terrain, c'est 1. La distance. On ne court pas pareil un contre-la-montre selon qu'il soit court ou long, naturellement, je vous l'ai expliqué. Plus le chrono est long, moins l'intensité de l'effort sera élevée. Deuxièmement, le dénivelé. On peut avoir un parcours de 15 km tout plat qui prendra moins de temps à parcourir qu'un parcours de 10 km beaucoup plus vallonné. Mais aussi, et ça c'est beaucoup plus difficile de les intégrer dans des calculs a priori, les conditions atmosphériques. Quand je dis conditions atmosphériques, c'est vent, température et humidité de l'air. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement ce qu'il faut retenir, c'est que plus il fait froid et plus l'air est humide, moins le chrono va être rapide. De la même manière, si la pression de l'air est élevée, le chrono va être plus lent, pression plus basse, chrono plus rapide. Donc comment j'ai appliqué cette règle numéro 2 au chrono du stage? Eh bien j'ai pris des informations. Le terrain du jour, un parcours de 5,5 km avec une pente moyenne à 1,8%. Une partie plutôt plate au début avec quelques ondulations et un faux plat un peu plus marqué sur la fin et une dernière rampe de quelques centaines de mètres vers l'arrivée. Donc globalement ce qu'il fallait comprendre, c'est que l'intensité de l'effort allait devoir progresser au fur et à mesure du chrono. On a d'abord une partie plate et ondulée où finalement l'effort va être contenu et ensuite une partie un peu plus ascendante qui va forcer à augmenter l'intensité. Un parcours finalement pas trop mal pour moi parce que pas entièrement plat et pas non plus trop de grosses pentes. Donc mon profil intermédiaire marchait plutôt bien pour ce parcours. Donc règle numéro 3, je l'ai esquissé en quelques mots, établis un plan réaliste. Ce que j'ai utilisé et qui marche pas mal, qui donne des bonnes estimations, ça donne un bon ballpark et vous pouvez après trouver des trucs beaucoup plus précis qui vous donneront des meilleures estimations. Ce que j'ai utilisé pour celui-ci, c'est bikecalculator.com. qui me permet d'estimer plus ou moins mon temps sur le parcours. Parce que comme je vous l'expliquais en introduction, ce qui est important de déterminer avant tout, c'est le temps que vous allez mettre sur le parcours de votre chrono. C'est vraiment la première inconnue qu'il faut déterminer. Et pour ça, un peu par tâtonnement, en partant de ma puissance au seuil, et puis en affinant au fur et à mesure pour arriver à un point d'équilibre entre puissance développée et temps de parcours, j'ai fini par trouver à peu près le temps que j'allais pouvoir mettre pour parcourir les 5,5 km en faux plat de ce chrono. Donc compte tenu de tout cela, il me semblait avant la course être capable de courir le parcours en un peu plus de 9 minutes. Et par conséquent, pour établir un plan qui marche, il fallait que j'aille regarder quelle était la puissance ou la fréquence cardiaque que j'étais capable de maintenir pour ces 9 minutes. En l'occurrence, en regardant un petit peu dans mes données passées, qu'il s'agisse de fréquence cardiaque ou de puissance développée, je suis tombé sur 186 battements par minute pour 10 minutes effectuées fin janvier. Souvenez-vous, c'était le 4DP Full Frontal 4-Dimensional Power Test de Sulfurfest. Et pour ce qui concerne la puissance, 326 watts pour la même durée. Et ce qui était cool, c'est que c'était une donnée très fraîche puisqu'elle avait été établie l'avant-veille sur la côte de Romagna. Donc, avec le parcours en tête, en introduisant un bonus de fraîcheur, je comptais probablement produire entre 330 et 340 watts moyens sur ce parcours, et en fonction de la donnée que j'ai envie de traquer sur le chrono, entre 186 et 187 battements par minute moyens sur le même parcours. À cela, il fallait aussi ajouter le fait que le tracé n'était pas entièrement plat, en tout cas pas avec une pente constante, et donc considérer le fait que l'utilisation de la puissance n'allait pas être la même sur tout le parcours. Alors ça, je vous l'ai déjà dit, on en a déjà parlé sur une première vidéo, on gagne plus de temps à forcer dans les montées que l'on ne le gagne sur le plat. Ça veut dire que globalement, vos watts sont mieux utilisés sur les parties ascendantes qu'ils ne le sont sur les parties plates. Il fallait donc partir du principe que les deux premiers tiers de la course, les plus plats, avec des ondulations, allaient devoir se courir avec retenue, j'en ai parlé juste avant, et que le dur de l'effort serait fourni à la fin pour conserver un maximum de vitesse. Parce que finalement, qu'est-ce qu'un contre-la-montre sinon une épreuve de vitesse? C'est la meilleure vitesse moyenne qui gagne. Donc le plan rudimentaire a été de partir sur une cible à 310-320 watts
et 185 ppm sur les 2 premiers tiers de la course et de tout donner sans limite dans la dernière partie, la plus pentue. Donc du coup, voilà ce qu'était mon plan, un plan en 2 parties, avec une course retenue un tout petit peu au-dessus du seuil et vraiment tout donner dans le dernier tiers. Et avec ce plan, j'avais bon espoir d'être classé parmi les premiers du chrono. Règle numéro 4, exécute en confiance. Ce qu'il faut retenir, c'est que le plan est roi. On suit le plan à la lettre, tout a été pensé avant, et au moment où on est sur son vélo, tout ce qu'on fait c'est suivre le plan. Il n'y a pas d'improvisation qui tienne, le chrono c'est vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, 80% de planification, 20% d'exécution, et l'exécution, elle doit s'inféoder à la planification. Le plan, encore une fois, est roi. Et pourquoi? Parce que partir trop vite, c'est exploser avant la fin et perdre de précieuses secondes, c'est en plus d'autant plus problématique sur ce parcours-là, dans le cas où le parcours est pentu sur la fin, comme c'est d'ailleurs souvent le cas sur les chronos dans les régions comme l'Île-de-France. Par ailleurs, partir trop doucement, c'est une opportunité manquée. Donc réussir un chrono, c'est arriver à la limite de la rupture, mais assez fort pour passer la ligne avec pas mal de vitesse résiduelle. C'est ça qui est important, c'est vraiment d'avoir toujours cet élan, de jamais être collé. Et règle numéro 5, qui est peut-être la plus tactique, la plus opérationnelle des 5, et en vue de l'arrivée, il faut absolument vider le réservoir. Tout donner sur la fin, c'est peut-être gratter 2-3 secondes et peut-être même 1 ou 2 places, surtout sur un chrono court comme celui-là où chaque seconde compte. Donc me voilà sur la ligne de départ du chrono. Vous aurez remarqué une chose, c'est que malheureusement, ce jour-là, mon capteur de puissance ne fonctionnait pas. Donc j'ai ni cadence, ni puissance à vous proposer. Et j'étais même aveugle. J'avais absolument aucune manière de savoir quelle était la puissance que je développais au moment de l'épreuve. Du coup, j'étais un petit peu désarçonné, mais quand même sûr de mon plan, parce que j'avais quand même réfléchi un petit peu à des cibles de fréquence cardiaque, en tout cas à des valeurs à ne pas dépasser, comme je vous l'expliquais dans la première partie de la vidéo. J'avais mon plan en tête, j'avais les 2 tiers, 1 tiers, j'étais plutôt confiant dans ma capacité à l'exécuter. Cela dit, j'étais quand même pas ravi parce que j'aurais quand même bien aimé un capteur de puissance, rien que pour pouvoir vous montrer et puis pour pouvoir aussi analyser a posteriori. Nous voilà dans le début du contre-la-montre. Ce qu'il faut savoir dans le début de contre-la-montre, c'est qu'il ne faut pas lésiner sur l'accélération. Parce que tout le temps que vous passez à accélérer, à atteindre une vitesse de croisière, c'est du temps que vous perdez finalement. Donc il ne faut pas hésiter à partir relativement fort en ce qui concerne le sprint de début. Faut passer 40 bonnes secondes à atteindre une vitesse de croisière correcte. Et une fois que vous l'avez atteinte, et vous pouvez vous caler à un effort constant qui est celui que vous aviez en tête dans le cadre de votre préparation, vous pouvez vous y installer sans problème. Et c'est un petit peu ce que j'ai fait. Devant moi, à 30 secondes, puisqu'on partait à 30 secondes d'intervalle, ce qui est peu commun, habituellement on a plutôt 1 minute d'intervalle. Devant moi, Eric, que je connais bien parce qu'on a beaucoup couru en D1 l'an dernier. Et c'est un coureur que je considère fort, donc j'étais assez content de l'avoir devant moi, parce que le fait d'arriver proche de lui signifiait que mon chrono se passait plutôt bien. Par ailleurs, derrière moi, j'avais Raphaël et Paul, qui étaient aussi de bons clients pour ce contre-la-montre. Raphaël particulièrement en forme pendant le stage, et Paul qui, pour le coup, lui, a gagné des contre-la-montre en 2019. Donc, on est quand même sur... les 4 derniers coureurs à passer étaient quand même relativement costauds. J'étais content d'être entouré de cela. Ça me donnait de bons repères pour la gestion de la course. Je n'ai d'ailleurs pas hésité à m'en servir et j'étais très content de pouvoir avoir Eric en point de mire. Ça m'a servi un petit peu aussi de réglage et ça a pu me donner un petit peu le moral dont je pouvais avoir besoin pour essayer de tout donner dans les 9 minutes de ce contre-la-montre. Ce qu'on a en revanche, malgré le fait qu'on n'ait ni la cadence ni la puissance, c'est mes données cardiaques. Et là, on voit que je suis bien installé. Ici, à 1 minute 55 de chrono, au 186-185 ppm que je visais pour la totalité de la course. Donc là, je suis installé dans l'effort. Vous voyez, j'ai les 2 bras cassés, donc les deux coudes pliés pour essayer de gagner de la vitesse sur les parties les plus rapides. J'ai aussi essayé de garder une fréquence de pédalage assez élevée
Bon, malheureusement, je bouge un peu de gauche à droite, comme on a pu le remarquer dans l'avant-dernière vidéo, celle où on grimpe à Saint-Hilary-Sacalm. On remarque quand même beaucoup ce mouvement de gauche à droite, qui est caractéristique, peut-être dû à un défaut de gainage, mais quoi qu'il en soit, ça me donne un petit rythme. Même si j'imagine que ça fait perdre probablement un petit peu de temps en termes d'aéro. Plus tu bouges, moins t'es aérodynamique. Mais bon, j'étais plutôt content de la position. J'ai pas réussi à rester très bas parce que l'effort est quand même très violent. Cela dit, je pense qu'avec le gabarit que j'ai et la puissance que je peux développer, qui est pas énorme, qu'est-ce qu'elle est, mais qui n'est pas non plus énorme, je suis pas dominateur en ce qui concerne la puissance absolue. En revanche, avec la position que j'arrive à atteindre, même sur un vélo de route, je reste quand même compétitif sur ce type d'épreuve, et seul à l'avant par exemple. Ce chrono était assez frustrant parce que j'avais quand même l'impression de me donner énormément et de ne voir que des valeurs dans les 30 et quelques km/h et pas du tout dans les 40, alors que l'effort ressemblait à un effort de 40+. En tout cas, ce qui m'a fait plaisir, c'est que rapidement, je suis arrivé en vue de Eric à la moitié, à peu près, un peu avant la moitié du parcours. Et ça m'a donné déjà un point de mire. Et ça m'a donné aussi le courage de continuer l'effort et de continuer à appuyer. Ce qui était important pour moi à ce moment-là, c'était vraiment de le dépasser, de conserver cet élan que j'avais pu acquérir dans la première partie du parcours. Je pense que le fait d'être parti relativement fort, ça a probablement été décisif dans ma performance. Cet effort-là était vraiment particulier parce que c'est pas un effort auquel on est habitué par les tests. Je reconnais bien l'effort 20 minutes, qui est l'effort qui sert à déterminer la FTP. Je reconnais aussi bien le type d'effort qui est l'effort type 5 minutes, type PMA. Celui-là, on le reconnaît bien parce qu'il affole le rythme respiratoire. Un effort de 9 minutes, c'est quelque chose avec lequel je suis finalement peu familier. Un effort un peu qui est proche de VO2 max, mais qui n'y est pas tout à fait encore. À cela s'ajoutait la variabilité de l'effort liée au fait qu'on avait une succession de faux plats, de petites descentes, de replats, etc. Donc plutôt difficile à doser finalement. Mais tout ce que je savais, c'était qu'il fallait que j'appuie sur toutes les parties où il y avait de la pente et que j'essaie de me reposer autant que faire se peut sur toutes les parties en descente et dans lesquelles il y avait du plat. C'est d'ailleurs là ce que je fais avant ce virage où je relance en danseuse pour être certain de garder de la vitesse. Ce qui est important, c'est de passer toutes les petites difficultés avec le plus de vitesse possible, avec le plus d'élan possible, parce que réaccélérer, c'est mourir. Dans un chrono, la vitesse se conserve. C'est le plus important, je pense que c'est un enseignement assez clair dans ce chrono-là. Quand on regarde les données de vitesse de tous les autres participants, ce qui fait réellement la différence entre le chrono que j'ai couru et le chrono que les autres ont couru, c'est les vitesses minimales. Là où moi je passe à 30 km/h, si les autres coureurs passaient à 28, je leur aurais gratté 2 secondes, rien qu'avec cette petite différence qui paraît insignifiante comme ça, mais qui crée les écarts en fin de compte. Naturellement, ça se paye, ça se fait au prix de l'augmentation de la fréquence cardiaque. Les 188, 189 sont bien présents. Et là, on arrive dans le fameux dernier tiers dont je vous parlais. Celui qui finalement joue un peu la course et constitue le moment de vérité. Donc là, après cette petite phase descendante, ici à 7 minutes 02, on reprend encore un bout de faux plat et Eric se met en tête de me passer. Là je me dis, flûte alors, je peux pas me permettre de rester dans son sillage, c'est absolument pas possible. Et du coup je commence à lui dire, et nous voulons absolument pas que soit remise en cause la validité de mon temps sur ce chrono, il fallait absolument que je le redépasse, et c'est pour ça que je le redépasse quasiment instantanément, après lui avoir expliqué qu'il n'était pas question qu'il se mette à rouler devant moi. Donc il me semblait quand même faire un bon temps à ce moment-là. Du coup j'étais vraiment très attentif à ce que la validité de mon temps ne puisse en rien être remise en cause. Donc là on arrive vraiment dans les derniers instants du chrono. Ici c'est le moment où il fallait absolument pas s'écraser, en remettre une couche. Et on voit vraiment souffrir, les mouvements de gauche à droite se font plus marqués. Et là en arrivant en vue de l'arrivée, ici je commence à voir un petit peu mes camarades qui attendent sur le bord de la route. Je remets une couche vide, vraiment le réservoir, quelque chose que je vous ai conseillé dans la règle numéro 5, vider le réservoir en arrivant sur la fin, dans les 20 dernières secondes, ce qui me permet de poster un temps à 8 minutes 38.
À ce moment-là, ce que je me dis, c'est mais où sont Raphaël et Paul qui sont partis après moi? Ce qui est important à ce moment-là, c'était d'arriver à finir devant eux. Et pour finir devant eux, il fallait que Raphaël ait plus de 30 secondes de retard sur moi. Et pour qu'on se rende compte des écarts, je vous ai mis un petit décompte qui décompte 1 minute à partir du moment où je suis arrivé. Donc globalement, si à 30 secondes, Raphaël n'est pas encore arrivé, je suis devant lui à la marque. Et si à 1 minute, Paul n'est pas encore arrivé, je suis devant Raphaël et Paul à la marque. Et c'est ce qu'on va pouvoir voir dans le reste de la vidéo. Et c'est ce qu'on va essayer de voir dans le reste de la vidéo. On est encore à 7 secondes du temps imparti et ils ne sont pas encore arrivés. Là, je me dis, mettre un peu de temps quand même. Bon, j'avais pas d'horloge, enfin, j'avais pas de chrono à la main à ce moment-là. Et tout ça se confirme. Voilà l'arrivée de Raphaël, puis de Paul, qui aura 7 secondes de retard sur le temps que j'ai réalisé. Donc petite victoire, mais victoire quand même. J'étais très content d'arriver en haut du classement de ce chrono-là. Ça m'a vraiment donné la pêche pour le début de saison. D'ici là, je vous proposerai toujours plus de vidéos qui vous expliqueront un petit peu des situations de course et plein d'autres choses qui vous permettront d'améliorer tout un tas de pans de votre pratique cycliste. Je suis très content de vivre ça avec vous. On est bientôt 15 000. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo ainsi qu'à commenter si elle vous a plu. On se revoit très bientôt et entre-temps, je vous dis allez, ciao. Edouard, tu t'es fait chier à enlever la peau de tes pommes de terre. Ouais. Il faut savoir que la peau c'est très gras. Ouais, et quand on veut être affûté, eh ben, on mange pas de viande. Ok, d'accord, ça marche. Ouais, je retiens. Putain, moi je mange la peau à chaque fois, je suis dans la merde. Bah, t'es gras quoi. Ouais, du coup, c'est vrai que je suis pas très affûté moi. Mais je roule quand même vite donc c'est pas grave. Alors, je voudrais préciser, c'est une grosse connerie ce que je viens de dire. Ah, c'est pas vrai, d'accord. C'est juste une manière.